libérer l'entreprise, ça marche. Ça marche, évidemment, point d'exclamation, pas point d'interrogation, pas point d'exclamation. Donc, il y a quand même une forme de doute qui reste. Alors, ce que je voudrais juste dire en introduction, c'est reprendre les, les propos de Laurent Carsanti dans l'introduction de cet ouvrage qui essayait de définir oui, excusez-moi, en fait, je manque au protocole. Euh, on va enregistrer cette séance si vous le voulez bien. Donc, enfin, en tout cas, si vous ne le voulez pas, bah, vous pouvez partir, mais en tout cas, à partir de maintenant, vous êtes filmé. L'entreprise libérée, est-ce que ça marche? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise libérée? Dans l'introduction de cet ouvrage, on a finalement une définition assez claire. Un grand principe, c'est redescendre la décision au plus près de l'action. Donc, j'imagine qu'il s'agit de faire en sorte que ceux qui font décident, et ce qui suppose en fait de décliner ce principe général en sous-principes, c'est faire confiance à la base, responsabiliser, permettre d'exercer de l'autonomie et accorder une forme de liberté d'expression. Et donc, si on détaille ensuite cette série de principes en caractéristiques organisationnelles particulières, ça donnerait des organisations plutôt plates, avec une hiérarchie moins marquée, structurées autour d'une raison d'être ou de valeurs partagées qui permettent probablement de coordonner l'action. Un management qui se met et des managers qui se mettent en soutien plutôt qu'en position de commandement, et une réappropriation par les opérationnels de certaines fonctions support, le recrutement, le contrôle, la logistique, les achats, etc. Le tout dans un contexte dans lequel l'information circule, dans lequel il y a de la transparence et dans lequel les opérationnels sont formés pour pouvoir être libérés. Voilà, c'est le seul slide de la journée, de la matinée, mais c'était peut-être utile de préciser un petit peu de quoi on parle, même si ça reste finalement assez évanescent, mais c'est justement pour ça qu'on a une heure de discussion ensuite, suivi d'un moment de débat. Alors, les questions posées par l'ouvrage sont multiples. Enfin, on les retrouve, un peu dans toute la littérature sur l'entreprise libérée, hein, mais c'est des questions comme finalement, comment est-ce qu'on fait pour entraîner les salariés? Est-ce que les salariés sont forcément intéressés par cette libération? Le positionnement des managers, donc on en parlait, manager en soutien plutôt qu'en position de commandement. Est-ce que c'est facile? Comment ça se passe? Est-ce que ça ne crée pas des problèmes identitaires? Comment est-ce qu'on coordonne les différentes autonomies? Chacun décide au plus près de l'action, mais comment s'assurer que chacun décide en fonction des décisions des autres? Comment on coordonne le collectif? Les usages de l'autonomie, est-ce qu'ils sont faits dans l'intérêt de l'organisation, dans l'intérêt du collectif? Est-ce qu'ils sont pas faits plutôt dans l'intérêt des individus qui ont cette autonomie? Et là, d'ailleurs, derrière cette question, on retrouve la suspicion classique. C'est si on laissait les gens libres de faire ce qu'ils veulent, est-ce que finalement, ils ne préféreraient pas penser à eux d'abord, et ce qui justifie d'ailleurs peut-être les formes d'organisation plus classiques et plus dirigistes. Et puis, dernière question qu'on aura l'occasion de traiter ce matin, c'est celle de la transformation. C'est libérer l'entreprise, c'est très séduisant, évidemment, mais comment on fait? C'est concrètement, est-ce qu'on peut claquer des doigts et libérer l'entreprise? Ça, c'est pas évident. Alors, on a quatre orateurs ce matin qui tous ont participé à cet ouvrage coordonné par Laurent Carsanti. Pour un premier temps d'échange un peu pardon, pas libéré, non, justement structuré autour d'une grille. Donc, ça devrait peut-être nous occuper pendant la première heure. Pendant cette première heure, en fait, vous êtes invité à participer plutôt en utilisant
le chat et Clotilde Coron se chargera de récupérer les bonnes questions, éventuellement de réunir des questions qui tournent autour du même thème. Et si vous souhaitez intervenir de vive voix, débattre, etc., ce sera plutôt à la fin de la session. Donc là, on s'embarque jusqu'à 10h, 10h10 avec des présentations, et ensuite on aura tout le temps nécessaire pour débattre. Et donc j'aurais envie de commencer en vous demandant finalement tous les quatre, Laurent Carsanti, Nathalie Rollet-Crozet, Patrick Gilbert, Thomas Coutreau, qui est peut-être arrivé, j'espère, qui êtes-vous? Et puis, comment est-ce que cette question de l'entreprise libérée est arrivée dans vos parcours, dans vos parcours de recherche? C'est un thème assez nouveau. Sans vouloir me montrer désagréable, vous réfléchissez à des questions de management depuis bien avant l'apparition du mot entreprise libérée. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette galère? Laurent, par exemple? Oui, merci Florent pour l'introduction. Donc moi, je suis psychologue et docteur en ergonomie. Je suis chercheur associé au CNAM et à la chaire Confiance et Management de Dauphine. Et mon autre activité, alors je suis donc chercheur associé, donc je conduis un certain nombre de recherches dans ce cadre-là. Mon autre activité, c'est plutôt du conseil et de la formation dans un cabinet que j'ai créé en 2012 qui s'appelle Ergo Management, qui était justement créé pour diffuser des connaissances issues de ces recherches. Alors, peut-être la question intéressante, c'est comment on en est venu justement à travailler ou à réfléchir à l'entreprise libérée. Moi, je travaillais sur la communication depuis fin des années 90 en entreprise et le travail collectif. Et très vite, je me suis aperçu qu'il y avait un élément crucial pour que ça marche bien, c'était la confiance. Et donc, j'ai consacré les 10-15 dernières années là, à étudier comment ça se forme la confiance et quels effets ça a sur le travail. Et en étudiant cette formation, on voit tout de suite l'effet du management sur les relations de confiance qui se nouent ou qui se dénouent, et aussi du cadre organisationnel. Et quand on voit les effets qu'ont la confiance sur le travail, sur les performances collectives, sur l'engagement aussi, puisqu'on parle beaucoup d'engagement et de motivation au travail, sur la santé au travail, puisque c'est une barrière contre les RPS, la confiance, contre les risques psychosociaux, on a tout intérêt à chercher justement à la favoriser. Donc, j'ai cherché quels étaient les modes d'organisation, les modes de management qui pouvaient favoriser la confiance dans les collectifs de travail. Alors, moi-même, j'ai été amené en étudiant la littérature et avec quelques études de terrain à définir un concept qui est le management par la confiance. Et c'est au même moment que j'ai croisé ce courant. Bon, il faut bien le dire grâce au bouquin d'Isaac Getz, sur lequel je suis tombé en 2012 ou 2013. Mais alors, ce qui m'a frappé, c'est que en lisant tous ces cas, on sent qu'il y a donc les entreprises libérées sont fondées sur un principe de confiance. C'est ce principe qui autorise la décentralisation du pouvoir, la responsabilisation et l'autonomie qu'on accorde aux opérateurs. Mais c'est un principe de confiance. Et ça contrastait beaucoup avec la confiance que j'avais étudiée dans les relations interpersonnelles, qui n'est pas décrétée, qui n'est pas positionnée comme une sorte de valeur ultime. Et je me disais, ce serait bizarre quand même qu'on en arrive à prescrire la confiance, voire à exclure ceux qui ne sont pas capables de faire confiance, etc. Ce n'est pas naturel. Donc, j'ai commencé à me poser des questions sur l'entreprise libérée à partir de ce contraste entre les études que je faisais dans les relations interpersonnelles et ce principe de confiance que j'avais découvert dans l'entreprise libérée. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Oui, parce qu'il ne faut pas commencer les débats tout de suite. Ouais. Nathalie? Oui, bonjour à tous. Alors, de mon côté, donc moi, je suis professeure en gestion, en sciences de gestion à l'IAE Paris. Je participe à la chaire Mutation, Anticipation, Innovation aussi, dans laquelle s'inscrit cette conférence. Et donc, un de mes centres d'intérêt, c'est les nouvelles formes d'organisation, les organisations un peu alternatives. Je travaille aussi beaucoup sur le secteur de l'économie sociale et solidaire, sur des organisations un petit peu différentes. Et donc, j'ai croisé, grâce à Patrick, qui est là également, et Anne-Charlotte Tegelborg, cette thématique des entreprises libérées, car Anne-Charlotte, qui travaille avec nous, avait
a commencé à travailler sur l'entreprise Favi. Donc voilà, c'était l'origine de l'intérêt. Et puis comme ces organisations sont très particulières, très différentes, on a eu envie d'aller plus loin et d'aller observer au-delà de ce qu'on pouvait lire dans les livres ou les articles, d'aller sur place et d'interviewer, d'observer en partie, si possible, ces organisations. Donc voilà l'origine de l'intérêt, qui est un intérêt de chercheurs pour ces organisations particulières. Merci beaucoup. Patrick? Oui, bonjour à tous. Nathalie a dit un petit peu les conditions dans lesquelles nous avons démarré. Je pense que pour moi, c'est aussi la rencontre, j'allais dire, à la fois d'un intérêt persistant. Mes mots-clés, c'est autonomie, responsabilité, enfin confiance. J'ai une certaine défiance envers la notion de confiance. On aura peut-être besoin d'en débattre. Mais autonomie, responsabilité, je trouve que là, il y a une observation possible. Autonomie sur quoi? Responsabilité de quoi? Enfin, je ne dénie pas l'intérêt du concept de confiance, mais pour moi, c'est en arrière-plan. Et alors, l'intérêt, c'est, je pense que tout à l'heure, Florent évoquait ce vocable d'entreprise libérée, des interrogations qu'il suscite. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire porter aux mots plus de responsabilités qui peuvent en assumer. Ça m'a rappelé, parce que mon parcours de recherche est déjà long, que dans les années 80, il y avait quelque chose qui s'appelait les équipes opérationnelles de base, les groupes semi-autonomes, le management participatif. Et mon interrogation, alors je m'étais intéressé à ces choses-là, j'ai aussi, ils ont fait le pont avec ce qu'un inspirateur du mouvement des entreprises libérées, Tom Peters, racontait dans les années 80 sur l'entreprise excellente. Et je me suis interrogé sur quoi de neuf? Finalement, est-ce que les entreprises libérées s'inscrivent dans une généalogie, laquelle, et qu'est-ce qu'il y a de neuf par rapport à ce qui s'est développé dans les années 80? Voilà un peu mon point de départ. Merci beaucoup. Thomas Coutreau? s'est égaré dans les couloirs. Non, je suis là, bonjour. Merci de l'invitation à la contribution à ce bouquin qui était pour moi tout à fait passionnante. Je n'ai pas fait des études de terrain, mais moi je suis statisticien économiste, donc je travaille au ministère du Travail où je suis responsable des enquêtes sur les conditions de travail, l'organisation du travail et la santé au travail. Et puis par ailleurs, je mène depuis pas mal d'années des recherches parallèles à mon activité professionnelle sur la question du travail et de l'organisation et de la démocratie. Et donc évidemment, l'émergence du courant de l'entreprise libérée m'a beaucoup intéressé dans la continuité de mes recherches sur les liens entre travail et démocratie, parce que on a là un courant managérial qui radicalise un certain nombre de principes qui sont posés depuis longtemps par des courants du management, des courants alternatifs du management, mais qui là, avec les théorisations en termes d'entreprises libérées, d'entreprises autogouvernées, etc., d'holacratie, arrive à un degré de systématisation et de formalisation que j'ai trouvé, qui est nouveau de mon point de vue, par rapport aux écoles précédentes de management participatif. Et donc là, je me suis intéressé à cette formalisation nouvelle qui m'a semblé particulièrement intéressante. Merci beaucoup. Peut-être une première question pour Laurent, l'architecte de l'ouvrage, si j'ai bien compris. Alors peut-être que l'ouvrage a été construit de façon moins dirigée que je ne l'imagine, mais enfin, il y a un nom sur la couverture. Et du coup, qu'est-ce que cet ouvrage, Laurent, apporte par rapport à la littérature sur l'entreprise libérée qui est déjà assez fournie? Peut-être aussi un mot sur les méthodes utilisées. Donc, il y a beaucoup d'études de cas. Est-ce que le fait de réaliser des études de cas, enfin, poser la question, c'est déjà, mais est-ce que le fait de réaliser des études de cas permet de voir d'autres choses que d'interviewer des managers libérateurs? Et finalement,
Qu'est-ce que ça apporte finalement d'avoir un regard scientifique sur l'entreprise libérée? Qu'est-ce que cette posture scientifique permet de dire qu'une posture un petit peu plus managériale, prédicatrice ne permettrait pas de dire ou de voir? Bon, déjà, le projet de l'ouvrage, finalement, il a l'origine dans le fait qu'il est légitime de se poser des questions à partir des premiers cas qu'on avait d'entreprises libérées qui ont été documentés. C'était assez journalistique quand même ce qu'on avait avant ce bouquin. On avait des témoignages, beaucoup, vous l'avez dit, de dirigeants libérateurs. Et bon, il est légitime d'avoir des doutes, pas forcément sur leurs intentions, pas forcément non plus sur les intentions des auteurs des ouvrages ou des articles qu'ont rapporté ces témoignages, mais plus sur la réalité de ce qui est mis en pratique et les effets réels de ces organisations sur les performances et la santé et le bien-être des travailleurs. Donc, c'était un petit peu avec ces questions, enfin, il y a des questions, on pouvait douter, quoi, et en tout cas, simplement vouloir vérifier que la réalité correspondait bien à ces discours. Et effectivement, donc, alors il n'y avait pas beaucoup de travaux, il faut bien le dire, parce que moi j'ai commencé à chercher ça vers 2015-2016, il n'y avait pas beaucoup de travaux. On a réussi, avec moi, enfin, j'ai trouvé à peu près 8 chercheurs, 8 équipes qui travaillaient sur ce sujet et qui avaient la thématique, enfin en tout cas l'approche qu'il fallait, c'est avoir mis les pieds dans l'entreprise et avoir interrogé d'autres personnes que les seuls dirigeants. Voilà, donc on s'était réunis d'ailleurs pour un séminaire au CNAM avant de décider de faire ce livre. Et c'est à partir de là, en voyant finalement à la fois les convergences, les complémentarités, puisque c'était 8 entreprises différentes, par 8 équipes différentes, avec des approches un peu différentes. Hein, on ne vient pas tous des mêmes disciplines. Qu'on a lancé ça. Alors, en termes de méthode d'investigation, c'est vrai que finalement, l'approche scientifique, moi, je vois 3 choses que ça a apporté. En termes de méthode d'investigation, aucun de nous ne devait s'être arrêté au discours des dirigeants ou de quelques cadres. Bon, pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils ont tendance, même malgré eux, hein, à reconstruire la réalité, à l'idéaliser. D'ailleurs, on se demandait si ce n'était pas des idéologues, c'est-à-dire des gens qui vivent dans leurs idées et qui finalement, même si la réalité est différente, ça les intéresse pas. Ce qui compte, c'est les idées et défendre les idées. Bon, le problème, c'est qu'il y a des gens qui travaillent dans la réalité et pas dans les idées. Donc, on voulait à minima croiser le discours de ces dirigeants avec le discours de salariés pour croiser différents points de vue. Donc, c'est une méthode de triangulation hein, classique en sciences. Mais on voulait même plus. Moi, je cherchais des gens qui s'étaient immergés dans ces entreprises et qui avaient donc pas simplement recueilli des discours sur ce qui se passe, mais la réalité de ce qui se passe et qui avaient essayé d'étudier la réalité de ce qui se passe. Et alors, donc, on a dans ce bouquin des gens qui sont immergés entre 6 mois et 3 ans, et même un qui d'ailleurs participe à ce séminaire, qui est resté 7 ans. Mais bon, avec une approche un peu particulière, puisqu'il était aussi salarié de cette entreprise. Mais il n'empêche que ça donne une connaissance de la réalité de l'intérieur et pas simplement du discours sur cette réalité. La deuxième chose qui est spécifique dans l'approche scientifique, et ça j'y ai tenu en rassemblant les gens, c'est que je voulais que vraiment il n'y ait pas de parti pris pour ou contre l'entreprise libérée au départ. Qu'on n'ait pas des promoteurs ou qu'on n'ait pas non plus des détracteurs de l'entreprise libérée. Donc vous n'avez aucun des auteurs qui n'est dans cette posture. Et l'idée, c'était d'avoir vraiment une attitude interrogative, d'y aller, donc une démarche plutôt exploratoire. Et dans la présentation des résultats, ça devait apparaître ce parti pris. C'est-à-dire qu'on ne devait pas voir que des résultats positifs, on ne devait pas voir que des résultats négatifs. Il n'y a aucune réalité organisationnelle qui est tout blanc ou tout noir. Donc, normalement, dans chaque chapitre, on voit mis en évidence un certain nombre de faits qui sont en accord avec les thèses de l'entreprise libérée et d'autres qui sont un peu plus en désaccord, voire carrément en contradiction. Et puis, la troisième chose, troisième caractéristique de l'approche scientifique, c'est, en tout cas, bon, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'en mélangeant plusieurs études de cas menées dans plusieurs entreprises, on se donnait les moyens, en tout cas c'était notre ambition, hein, de savoir qu'est-ce qui était généralisable et qu'est-ce qui ne l'était pas, qu'est-ce qui restait très spécifique à une organisation là, à une autre ici. Voilà, donc on a aussi, et c'est Thomas Coutreau nous a aidé aussi dans ce travail de réfléchir à dégager des choses qui seraient un peu plus générales et d'autres qui resteraient très spécifiques à chaque entreprise.
Donc, pour résumer, finalement, il y a donc 3 choses. Hein. Il y a ne pas s'arrêter à un discours de dirigeants ou des cadres, mais aller voir la réalité et, si possible, la vérité sur le terrain et croiser les points de vue. Pas de parti pris, ni pour ni contre, et une variété de cas, essayer de voir la variabilité pour essayer de dégager ce qu'il y a de général. Alors, mes collègues compléteront peut-être aussi, j'ai peut-être manqué d'autres aspects, mais pour moi, c'était ça qui était essentiel. Nathalie, Patrick, Thomas? Peut-être, enfin, je suis complètement, enfin, je trouvais Laurent très clair là. Je partage ses vues. Enfin, et c'est la raison pour laquelle nous avons répondu à son invitation, Nathalie et moi. Je pense que le plus difficile, enfin, c'est un travail qu'on a fait aussi avec Nathalie et Anne-Charlotte Tegborg. C'est quand on avance sur ce type de sujet, c'est se défaire des préconceptions. Hein, on est sur un sujet où, a priori, tout le monde a un avis, même sans avoir regardé les choses de près. Hein, on a vu, lorsque nous avons démarré, à peu près au même moment que Laurent, sur ce sujet, il y avait des prosélytes. La littérature était essentiellement une littérature prosélyte, et il y avait quelques billets critiques. Et puis c'était tout. Et il y avait des gens qui disaient « moi j'y crois, moi je n'y crois pas ». Je pense que c'est sur un mouvement managérial émergent, c'est très important ce que Laurent a développé sur la nécessité d'être à la fois dans une position qui n'est pas une position de retrait, parce qu'on est passé par l'immersion, mais qui n'est pas non plus une position a priori engagée. Donc ça conforte ce que disait Laurent. Alors, Nathalie, tu veux ajouter quelque chose? Peut-être, mais Laurent l'a dit également, mais c'est vrai que le côté aussi interdisciplinaire des différentes approches est peut-être une caractéristique aussi importante de l'analyse, puisqu'on a à la fois des psychologues, des gestionnaires, des praticiens. Donc, voilà, je trouve que ça donne aussi des degrés d'analyse et dans l'ouvrage qui sont complémentaires et qui permettent de voir aussi à des mailles différentes le fonctionnement, les pratiques dans ces organisations. Je pense qu'il y a vraiment aussi la volonté d'une entrée par les pratiques. Oui, oui, d'accord. Alors, en même temps, le management, c'est quand même aussi un projet normatif. Hein, c'est d'une manière générale, hein, c'est quand même une vision du monde. Donc, le fait d'être normatif, en fait, de la normativité au prosélytisme, il n'y a qu'un pas quand même. Donc, c'est intéressant. Et du coup, on rejoint quand même un questionnement qui m'est propre, mais j'imagine qu'il est partagé. Thomas Coutreau y a un petit peu fait allusion tout à l'heure, et puis Patrick aussi lorsqu'il s'est présenté. C'est-à-dire que l'entreprise libérée, telle qu'on a pu le définir tout à l'heure, là, en reprenant les mots de l'introduction de l'ouvrage, mettre l'action, la réflexion au plus proche de l'action, l'autonomie, etc. C'est des trucs qu'on entend régulièrement, qui ressurgissent depuis l'école des relations humaines jusqu'à l'entreprise libérée maintenant. Cette idée de démocratie, cette idée de démocratiser le capital. Et du coup, il y a toujours un questionnement, quoi. Est-ce qu'on est dans l'effet de mode? Est-ce qu'on est dans l'embrouillage? Est-ce que c'est une idée qui est séduisante, mais qui n'arrive pas à passer, donc qui a besoin d'être rebrandée de façon régulière? Juste pour montrer à quel point ça peut être un peu suspect, hein. J'ai trouvé cette citation là sur Internet, donc quelqu'un qui disait « Depuis 15 ans, j'applique le concept du lean management au sein de ma société ». Alors, il parlait de lean management au sujet de l'entreprise libérée. L'idée, c'est de donner le pourquoi plutôt que le comment. Cela implique de responsabiliser davantage les employés, de leur redonner confiance. Alors, c'est sympa, sauf que la personne qui dit ça, c'est Pierre Gattaz. Pierre Gattaz qui dit ça en 2015, et tout de suite, déjà, on se dit, bon, bah, si Pierre Gattaz dit ça, c'est qu'il y a quand même peut-être quelque chose d'un peu suspect derrière. Enfin, c'est une position personnelle, mais c'est que le fait d'avoir comme ça le patronat le plus classique qui défend l'entreprise libérée, ça signifie quoi? Et du coup, si on remettait un peu en perspective le concept par rapport à d'autres concepts proches, qu'est-ce que ça donnerait,
Thomas, par exemple. Oui. Moi, en tant que statisticien, moi, ce qui me frappe depuis une vingtaine d'années, c'est dans nos enquêtes, en France en tout cas, une évolution assez constante, assez linéaire vers une diminution de l'autonomie au travail. Et c'est pas seulement en France, hein, mais on voit en lien avec la montée justement du lean, mais du lean interprété, alors pas à la japonaise, mais du lean interprété à l'américaine et à l'européenne, avec la montée des procédures, de la traçabilité, du reporting permanent, et donc une bureaucratisation du travail, une planification, une prescription très étroite du travail, y compris du travail d'encadrement, y compris du travail de conception. Et ça, cette tendance lourde du management, elle se traduit dans nos enquêtes par une chute régulière, lente mais régulière de l'autonomie au travail, y compris des travailleurs les plus qualifiés. Donc ça m'intéressait particulièrement de voir l'émergence de contre-tendances à l'intérieur du management, essayant de rompre avec cette tendance qui paraissait irrépressible à la bureaucratisation, à l'empilement des procédures. Il faut bien reconnaître que pour l'instant, au niveau macro, au niveau statistique, dans notre dernière enquête de 2019, dont on n'a pas encore publié les résultats, mais dont je vous fais un petit scoop là, entre nous, on a toujours cette tendance à la baisse de l'autonomie. Donc, le mouvement de l'entreprise libérée n'a pas encore, pour l'instant, impacté, y compris impacté de façon visible au niveau macro, en tout cas, les modes de management. Alors, mais pourquoi quand même une partie importante du management, y compris des cadres dirigeants d'entreprises du CAC 40, comme Michelin, qui est enquêté par Laurent et Domiti dans le livre, pourquoi est-ce qu'une partie importante du management fait quand même, je ne dirais pas fait semblant, mais s'efforce malgré tout d'inverser la tendance et de rendre plus d'autonomie aux salariés? Je crois qu'on est là dans un mouvement pendulaire, cyclique, dont on peut retracer les origines à la fin, enfin, au milieu des années 30, avec l'émergence de l'école des relations humaines, puis du management participatif, l'Institut Tavistock dans les années 50 en Grande-Bretagne, l'école sociotechnique anglo-saxonne et suédoise, les expérimentations extrêmement intéressantes et avancées qui ont eu lieu notamment à Volvo en Suède, mais aussi chez General Motors dans les années 90. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fasciné quand j'ai regardé les archives là-dessus sur l'usine Saturn dans les années 90, développée par General Motors selon des modes vraiment de management participatif, d'équipe autonome, de gestion démocratique du travail qui était tout à fait remarquable à une échelle considérable, puisque c'est une usine qui occupait plus de 10 000 travailleurs. Voilà, donc on a périodiquement l'émergence d'expérimentations, et ça, c'est l'entreprise libérée n'est absolument pas une nouveauté de ce point de vue-là, l'émergence d'expérimentations, parfois à grande échelle, allant à contre-courant de la tendance dominante à la taylorisation, à la prescription, à la standardisation du travail. Alors pourquoi cette tendance permanente? Eh bien, c'est parce que les managers se rendent bien compte des impasses, des limites évidentes pour nous, enfin autour de cette table, si je peux dire, de la taylorisation, l'ultra-taylorisation du travail, avec en particulier la question de la rigidification et de la perte de capacité d'innovation, de la perte de réactivité que ça entraîne. Mais alors, ce qu'il faudrait pouvoir expliquer, c'est pourquoi, malgré la récurrence de ces tentatives de rompre avec la logique dominante du taylorisme, pourquoi finalement ça a toujours échoué. Et pourquoi la tendance dominante, y compris encore aujourd'hui, avec la révolution numérique, la datification du travail, pourquoi est-ce qu'on reste quand même, malgré toutes ces tentatives historiques, sur la même tendance lourde? Et là, j'ai trouvé
Trouvé dans le consultant américain qui a travaillé pendant longtemps dans des cabinets. Il avait lui-même un cabinet de consulting en management alternatif et il a assisté beaucoup de multinationales américaines depuis les années 60, 70, 80 pour déclencher des expérimentations anti-tayloriennes, je dirais. Et dans son bouquin un peu testament qu'il a publié dans les années 2010, qui s'appelle Productive Workplaces, donc les entreprises productives, il fait un bilan un peu désenchanté de son expérience en tant que consultant en management alternatif. Et il finit par dire, en fait, nos projets ne survivent jamais au manager qui les a enclenchés. Dès que le manager s'en va, dès qu'il y a une succession, dès qu'il y a un départ à la retraite, nos projets tombent à l'eau et on revient au business as usual. Et il conclut en disant tout se passe comme si, pour le management, l'important n'était pas l'efficacité, parce que les méthodes de management par l'autonomie sont plus efficaces, c'est abondamment prouvé, y compris par la littérature économique pour le coup. Et donc, tout se passe comme si le but recherché n'était pas l'efficacité, mais le contrôle. Et donc, je vous laisse un peu enfin voilà, c'est un peu l'hypothèse que je voudrais, enfin, qui me semble importante à discuter. C'est en fait, au bout du compte, et il me semble que l'évolution du capitalisme contemporain le montre assez bien. Au bout du compte, ce que recherche le management, c'est pas tant l'efficacité, c'est pas tant la rentabilité en soi. C'est bien sûr la rentabilité, mais subordonnée à l'objectif du contrôle du travail, du contrôle de ce qui est forcément imprévisible dans la prestation humaine de la personne au travail. Et j'en veux pour indice, si vous voulez, le fait que après 20 ans d'innovation technologique, d'innovation organisationnelle, d'introduction massive du numérique dans les organisations, on n'a jamais eu des gains de productivité aussi faibles, puisque au niveau macroéconomique, aujourd'hui, les gains de productivité sont inférieurs à 1%, y compris aux États-Unis, y compris en Europe. Et donc, on a effectivement une introduction massive d'innovation technique et organisationnelle, mais qui sont contraintes par un management bureaucratique hyper prescripteur, hyper formalisé, qui contraint en réalité la capacité d'innovation et de déploiement potentiel des bienfaits de ces innovations, et qui finalement aboutit à une forme de stagnation. Cette bureaucratisation, cette standardisation du travail qu'on voit dans nos enquêtes aboutit aussi à une forme de stagnation économique. Et malgré tout ce qu'on nous dit sur le numérique, la robotisation, l'intelligence artificielle, les chiffres aujourd'hui sont là. Les gains de productivité n'ont jamais été aussi faibles au niveau macroéconomique qu'aujourd'hui depuis une cinquantaine d'années. Donc voilà, je soumets un petit peu à votre réflexion ces hypothèses. Donc justement, on a plusieurs questions sur le chat. Il y a pas mal de questions qui arrivent. Donc, en lien avec, je ne vais pas forcément prendre dans l'ordre parce que j'essaie de les regrouper et de faire les liens avec ce que disent les intervenants. Donc Thomas, justement, tu disais que avec les évolutions technologiques, elles sont finalement contrecarrées en quelque sorte par un management très bureaucratique. Mais il y a des questions sur justement le lien entre ces évolutions technologiques et des évolutions sociétales plus globales et l'entreprise libérée. Il y a plusieurs questions qui demandent si les évolutions technologiques et notamment l'introduction des algorithmes, des outils digitaux, etc., ne favorisent pas l'émergence des entreprises libérées. Là, je crois que la réponse est assez claire. Non, ça ne favorise pas en soi, ça ne favorise pas l'émergence d'un management faisant le pari de l'autonomie. On voit au contraire aujourd'hui que la révolution numérique, la datification, ce qu'on appelle la datification du travail, elle est massivement utilisée pour parcelliser les tâches, les découper en segments, enfin voilà, les tailoriser de façon très claire.
Ce qui ne veut pas dire que c'est un déterminisme technologique, c'est-à-dire qu'on peut aussi fort bien utiliser les nouvelles technologies, et certaines expériences le montrent, au service de l'intelligence collective, de la délibération, de l'autonomie individuelle et collective. C'est tout à fait possible, mais ça n'est pas une question, encore une fois, ça n'est pas une question de technologie, c'est vraiment une question de design organisationnel, de projet organisationnel. Est-ce qu'on cherche avant tout à assurer le contrôle, c'est-à-dire à être certain que les choses vont se passer comme on l'attend, aussi bien du point de vue de la standardisation des produits et des services que du point de vue du niveau de rentabilité anticipé par les marchés financiers. Ces deux aspects sont absolument décisifs dans la détermination de ces modes de management. Il faut avoir des produits d'une qualité et des services d'une qualité homogène et constante, peu importe finalement le niveau de cette qualité, je dirais, et il faut assurer, délivrer des rendements également prévisibles et constants aux actionnaires. Et ça l'emporte largement sur les considérations d'autonomie et l'innovation. Et ça, donc ça, c'est sur la datification, mais sur les outils digitaux, parce qu'il y a pas mal de questions qui orientent vers l'idée que la pandémie, avec la généralisation du travail à distance, pourrait aussi favoriser une forme de libération, en tout cas d'autonomisation des salariés. Ça peut être une question pour les aussi, j'imagine. Mais il y a beaucoup je veux pas monopoliser la parole. Non, c'était pas pour dire ça, mais il y a beaucoup de questions sur le Covid et est-ce que, la crise sanitaire et la généralisation du télétravail, est-ce que ça aiderait ou pas à autonomiser, à responsabiliser, etc. Moi, si les autres me le permettent, je prendrai la parole parce que j'ai vu les deux cas en fait. Alors, au début, j'ai vu le premier cas, c'est-à-dire plutôt une tendance mais par obligation à accorder de l'autonomie, puisqu'on ne peut pas être derrière les gens. Donc, j'ai par exemple travaillé avec une banque où les gens étaient en agence et là, ils se voient constamment, puisqu'il y a même des parois de verre dans les agences, donc le responsable d'agence voit ses collaborateurs constamment et il a un sentiment effectivement de contrôle sur ce que font ses collaborateurs en télétravail. Alors, dans les agences, ils se sont partagés le temps. Certains, c'était la moitié en télétravail, la moitié dans l'agence. Mais ceux qui étaient en télétravail, on ne les voit plus. Donc. Et puis, ils se sont rendus compte que ça marchait finalement assez bien. Et donc, j'ai eu l'impression qu'il y a tout un tas d'entreprises. J'ai aussi travaillé sur un centre d'appel dans une mutuelle, etc. Et il y a tout un tas de gens qui se sont dit, finalement, ça marche pas mal. Et il y a eu des prises de conscience qu'on pouvait plus responsabiliser les gens et leur accorder de l'autonomie et que le travail se faisait tout aussi bien. Mais j'ai aussi constaté dans d'autres cas, d'ailleurs récemment j'ai fait un post là-dessus tellement ça m'a surpris, des entreprises qui ont mis en place des logiciels de surveillance. Donc une tendance à vouloir effectivement plus contrôler que ce qu'on faisait quand les gens étaient au bureau, pour enregistrer tout ce que font les personnes, toutes les actions qu'elles font, tous les appels qu'elles peuvent passer. Et donc des logiciels de surveillance pour contrôler des gens qui sont plus visibles directement. Alors, je ne sais pas dire, je ne sais pas s'il y a des enquêtes qui disent que c'est plutôt l'une des tendances qui est majoritaire aujourd'hui ou l'autre. Au départ, j'avais l'impression qu'on allait vraiment vers une reconnaissance plus nette de la responsabilité des travailleurs, qu'on n'a pas besoin d'être toujours derrière eux pour qu'ils fassent bien le boulot. Mais je commence à avoir des doutes en voyant ces témoignages qui sortent là, et ces articles qui sortent. Et je ne sais pas du tout mesurer l'ampleur de l'un ou de l'autre des phénomènes. Je vois que Thibaut sourit parce que je sais qu'il pourrait peut-être contribuer à la réponse parce qu'il travaille sur le télétravail. Je ne sais pas si c'est autorisé. Thibaut Brière. Oui, non, j'ai pas d'intervention, j'ai pas plus d'informations, Laurent, que toi là-dessus, mais effectivement, ça fait partie des virtualités tout à fait présentes dans beaucoup d'entreprises, en tout cas d'essayer de donner l'impression de la confiance et de derrière pouvoir contrôler pour vérifier que les salariés méritent la confiance que l'organisation dit leur accorder. Bon, en tout cas, c'est pour ça que la séance de ce matin est enregistrée. Si votre employeur vous demandait où vous étiez entre 9 et 10, vous pourriez nous demander la vidéo et vous auriez un élément de preuve. Alors, je vois quand même dans la discussion qu'il y a le doute s'installe. Pardon? Il y a pas mal d'autres questions sur le chat. Mais on peut les garder peut-être pour un petit peu après, parce que
j'ai peur qu'on ne tienne pas la promesse d'avoir fini la première partie à 10h, 10h10. Mais il y a un petit peu le doute qui s'installe quand même là sur l'entreprise libérée. On dit, ouais, finalement, c'est le contrôle qui prime, finalement, on surveille les gens, etc. Donc, si on continuait, ou si on essayait de continuer à croire un tout petit peu à l'idée, encore quelques instants, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait essayer de détailler un petit peu plus comment ça marche finalement donc les gens sont autonomes. Est-ce que le fait d'être autonome, ça veut dire qu'ils peuvent assister à des webinars quand ça leur chante et faire un peu ce qu'ils veulent, ou est-ce que être autonome, ça veut dire aussi participer au collectif? Comment ça fonctionne en fait, cette dynamique collective autour de l'entreprise libérée? Comment est-ce qu'on arbitre les divergences d'opinion? Comment on choisit à quel niveau régler les problèmes? Nathalie, est-ce que tu es spécialiste des questions de coopération? Quel est ton regard là-dessus? Oui. Alors c'est vrai que la discussion est allée jusqu'ici assez fortement vers cette idée de contrôle, et c'est d'ailleurs une idée qu'on a explorée nous aussi dans notre article, Patrick et moi et Anne-Charlotte dans l'ouvrage. Et si j'en viens à la conclusion de l'article, en fait, on a identifié différents paradoxes en se disant effectivement c'est la confiance, mais il y a aussi du contrôle, c'est la libération, mais est-ce que c'est pas une libération sous contrôle, et de quel type de contrôle? Donc on est allé un petit peu de manière plus précise se demander quelle forme de contrôle serait celle qui remplacerait entre guillemets le contrôle hiérarchique, si on est sur cette idée de contrôle. Mais au final, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment du contrôle, ou est-ce que c'est pas une forme de mise sous tension de l'organisation? C'est-à-dire, alors effectivement, il y a un contrôle entre guillemets normatif, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs fortes qui sont présentes, il y a une forme de retour sur l'activité, et donc une forme de contrôle peut-être personnel, il y a les pairs, il y a beaucoup de nouveaux rôles, de nouveaux acteurs qui sont présents, qui étaient présents avant dans l'organisation, et après la transformation se retrouvent sous des dénominations différentes, c'est-à-dire que ce sont des coachs, ce sont des animateurs, et donc ils sont présents dans l'organisation avec plutôt une posture de conseil, de support, mais en même temps on se dit ce sont des pairs, mais ils étaient là avant, ils ont une expertise peut-être plus grande, donc est-ce qu'ils n'ont pas un positionnement aussi peut-être en tout cas de dynamisation, si ce n'est pas du contrôle de la dynamisation de l'organisation. Et le troisième point sur cette idée de contrôle, c'était est-ce que le contrôle hiérarchique a complètement disparu, ou est-ce qu'il n'y a quand même pas de temps en temps un retour d'un poids de certains anciens hiérarchiques? Donc, on s'est questionné sur cette idée-là pour se dire finalement peut-être que c'est des formes de contrôle renouvelées, mais elles sont quand même différentes, et c'est peut-être aussi la création de la dynamique, de la mise sous tension de l'organisation. Alors après, pour revenir à ta question, Florent, plus précisément sur le collectif, la coopération, c'est vrai que c'est aussi au cœur de ces organisations, et je dirais qu'il y a peut-être il y a à la fois un renouvellement des collectifs formels, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui sont des équipes avec des leaders cooptés, de l'auto-organisation, donc on a ces collectifs formels, mais on a aussi beaucoup ce qu'on a observé, en tout cas je dis ça à partir des cas qu'on a observés, des 3 cas qui sont et qu'on a repris dans l'article pour le livre, c'est-à-dire Poult et Chronoflex. On a aussi des collectifs ad hoc, c'est-à-dire que pour une décision qui va se prendre, on va réunir les personnes qui peuvent être concernées par cette décision, on va faire appel au collectif pour porter une forme de consensus. Donc, il y a une vraie dimension très forte de cette idée collective qui est présente aussi dans ces organisations. Donc, c'est un petit peu un des paradoxes qu'on a soulevé, qu'on a appelé le paradoxe de l'individualisation du collectif, parce qu'en même temps, on a un appel un peu fort à l'individu, comme c'est l'individu qui est libre, qui va être autonome, qui va participer qui va donner son énergie, qui va être appelé à participer à toutes ces
ces actions dans l'organisation. Et puis, en même temps, on a un lien très fort des personnes qu'on a trouvé avec des entités globales parce qu'on partage les mêmes valeurs, parce qu'on est très fortement relié à son équipe. Les familles de produits chez Pout, les équipes chez Favi, les boats chez Chronoflex. Donc, il y a vraiment une forme d'individualisation, mais dans le collectif, puisque on a trouvé que finalement, il y avait une appropriation par les personnes à la fois. Donc, le fait d'être content, de participer à ces actions et d'avoir cette liberté de proposer, de participer, d'innover. Et en même temps, la référence forte à l'équipe autonome, la famille, le fait que les décisions sont prises collectivement. Voilà peut-être un des paradoxes, au-delà de tout ce qui va concerner le contrôle, ce côté individu et collectif qui est assez fortement présent dans ces organisations. Donc, ça fait quand même plus de questions que de réponses. Oui, si tu veux. Est-ce qu'il y aurait des formes de régularité, c'est-à-dire dans les différents cas couverts par l'ouvrage, est-ce qu'il y aurait finalement un one best way de prise de décision collective qui se dégagerait Bon, ça suppose évidemment que vous ayez lu les chapitres des autres, donc peut-être que Laurent l'a fait, lui. Non, mais moi, ce que, en tout cas, j'ai vu, c'est un renforcement des collectifs. Dans l'étude qu'on a menée chez Michelin avec Domiti et Léonard, qui était interne à Michelin d'ailleurs, on a vu un renforcement des collectifs avec. Alors bon, on avait fait une étude, nous, sur une équipe qui avait connu le lean et l'agilité avant, qui, dans la prolongation, a mis en place une démarche de responsabilisation. Alors, chez Michelin, ils ne veulent pas s'appeler entreprise libérée, mais ils ont une démarche de responsabilisation. Mais globalement, on retrouve un peu les mêmes principes qui sont appliqués. Et l'équipe se réunissait tous les jours le matin pour se coordonner, avait des réunions de résolution de problèmes qu'elle tenait. On mis en place des formations croisées entre eux pour que les compétences ne soient pas que sur une personne. Et donc, si jamais elle était absente, pour que l'équipe continue de produire. Donc, ils ont pris des initiatives comme ça de tutorat qui venaient pas du tout de l'organisation. Ils ont développé des nouveaux outils pour les aider à… Alors, c'est une équipe qui travaille sur le système d'information pour les aider à mieux traquer les bugs. On peut même se demander avec le recul, mais pourquoi ils ne l'avaient pas fait avant ? Tout simplement parce qu'on ne leur avait pas laissé l'initiative. Ils ont créé ça ensemble. Voilà, donc il y a eu beaucoup de choses qui font que, objectivement, ils étaient plus performants. On a considéré, en voyant un peu, en comparant des projets avant et après, ils étaient plus performants, et un fonctionnement collectif qui était plus sain. Alors, on a aussi vu que dans ce collectif, tout le monde ne s'y retrouvait pas. Certaines personnes ne se retrouvent pas forcément dans un fonctionnement à plat où tout le monde a la parole sur tous les sujets. Et donc, quand un projet s'est terminé, il y en a un qui est parti, en partie parce que le projet est fini, mais en partie parce qu'il ne se retrouvait pas dans ce fonctionnement. Donc, c'est un fonctionnement, effectivement, qui ne convient pas forcément à tout le monde. Mais moi, j'ai tendance à penser que… Alors, c'est vrai chez Michelin, mais on l'a retrouvé dans d'autres études de cas. J'ai tendance à penser que ça renforce le collectif. Renforcer le collectif, ça ne veut pas dire que tout le monde est au même niveau. Il peut y avoir des leaders naturels qui émergent, et d'ailleurs, c'est peut-être la règle. Dès qu'on met des gens autour d'une table, les psychologues sociaux l'avaient montré dès les années 50-60, il y a toujours un leader qui émerge et des suiveurs. Donc, dire qu'il y a un fonctionnement collectif ne veut pas dire que tout le monde est à égalité. Mais s'il y a un leader, il est choisi par les autres, ou en tout cas, il est accepté par les autres, et c'est souvent pour sa compétence ou pour son expérience, et non pas parce qu'il est parachuté là, comme étant le responsable de l'équipe. Voilà, c'est ce qui change d'ailleurs beaucoup dans ces collectifs. Finalement, on retrouve une hiérarchie, mais pas une hiérarchie qui n'a pas de sens pour les opérateurs. Est-ce que c'est une façon de dire que l'autorité rationnelle légale cède le pas face à l'autorité charismatique ? Auquel cas, ça me fait froid dans le dos. Si c'est celui qui a le plus d'ascendant sur les autres, qui est amené à prendre du pouvoir,
c'est souvent celui qui a le plus de compétences, c'est celui qui est le plus reconnu par les autres. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est chez Fabi, Poult ou Chronoflex, il est même élu. Hein. Enfin, c'est souvent un système d'élection. Il est élu par les autres. D'accord. Pour une certaine durée, il y a une cooptation. Oui. Il y a une cooptation. Si je peux me permettre, je pense que dans le mouvement de l'entreprise libérée, moi, je le caractérise comme un mouvement social managérial. Et je crois qu'une de ses finalités essentielles, c'est effectivement de sortir du modèle, en tout cas de refonder la légitimité du dirigeant, non plus sur la détention du capital, mais sur la conception et l'animation d'un collectif de travail et d'un projet partagé. Donc, d'une certaine façon, il s'agit effectivement de passer d'une légitimation ou d'une domination bureaucratique à une domination charismatique. Ce qui évidemment n'est pas à la portée de tous les dirigeants et n'est sans doute pas généralisable, certainement pas généralisable à l'ensemble du tissu productif. Mais il me semble que l'aporie, enfin ce que j'appelle l'aporie du leader libérateur, hein, qui est mise en avant par Isaac Getz, ce leader libérateur, c'est le dirigeant qui cherche à refonder sa légitimité sur autre chose que la détention du capital. Et donc, ça va être sur le charisme, la compétence, le projet, la capacité d'entraînement du collectif. Et alors, c'est pas forcément... enfin, ça peut se traduire par des améliorations réelles du fonctionnement de l'entreprise, des conditions de travail pour les salariés, par des marges d'autonomie qui rendent le travail plus intéressant, parfois aussi plus intense. Donc, je ne dis pas du tout que c'est des formes nécessairement négatives qui vont faire empirer la situation des salariés, mais je pense qu'effectivement, on a ce projet qui est à la fois intéressant et limité dans son extension potentielle. Clotilde, est-ce que le chat… Oui, on peut prendre… Bon, c'est pareil, pas mal de questions. Peut-être une question qui est un peu en lien avec la question que tu as posée sur comment ça marche, etc. Il y a pas mal de questions sur est-ce qu'il y a des caractéristiques des entreprises ou bien des fonctions ou bien des organisations qui favoriseraient la mise en place de l'entreprise libérée. C'est-à-dire, est-ce que ça fonctionnerait partout, pour tous les métiers, toutes les fonctions, ou est-ce que ça fonctionne mieux, je ne sais pas, dans des petites structures, ou bien dans certains secteurs, ou bien même pour certaines fonctions au sein de l'entreprise? Alors, je veux bien juste dire, parce que justement, moi, c'était une de mes questions avant de réunir toutes ces études de cas. Il faut bien reconnaître, en tout cas, qu'on a des cas très variés. Hein. On a des usines, on a des cadres, on a des boîtes de consultants qui fonctionnent comme ça, on a des boîtes dans le domaine pharmaceutique, dans le e-commerce. Donc, on a vraiment des situations très variées. On n'a pas de call center, on n'a pas de choses comme ça. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas possible dans ce cadre-là? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de… Enfin, je ne sais pas, j'aimerais bien l'avis des autres. En tout cas, à la sortie du bouquin, je n'avais pas l'impression qu'on voyait des limites en termes de métier. Par contre, peut-être en termes de taille. Ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus difficile dans une grande entreprise de la transformer complètement en une très grande entreprise. Sur le chat, Yael Guillon évoque Imatech, qui apparemment est un call center qui est en autogestion. Ah ben voilà. Donc merci pour ce témoignage, parce qu'on n'en avait pas, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que ça ne concernerait que certains secteurs et pas d'autres, ou que certains métiers ou que certaines fonctions. Ah oui, mais c'est un call center en conseil juridique, c'est pas un call center en… Ouais. C'est pas une hotline ou… Enfin, une hotline juridique peut-être, mais c'est des… Ouais. Probable. Ok, alors j'avais pu passer la question dans le chat aussi de est-ce que c'est fait pour tous les gens, ça? Et j'avais envie d'aller chercher Patrick sur un terrain sur lequel on ne le connaît pas, nous, à l'IAE, qui est le terrain de la psychologie. Peut-être en introduisant ma question par cette citation du grand poète Renaud Séchant. Emmanuel, vivre libre, c'est souvent vivre seul, ça fait peut-être mal au bide, mais c'est bon pour la gueule.
Est-ce que la liberté, c'est quelque chose que les gens veulent vraiment? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile? On parlait aussi des managers. Quand on a fait toute sa vie à travailler dur pour avoir le droit de commander les autres, est-ce que se faire expliquer qu'en fait, il s'agit d'être en soutien, est-ce que c'est vraiment satisfaisant? Et puis, ce côté un peu organique, un peu liquide de la coopération, de la participation des uns et des autres, de l'exercice de l'autonomie, comment ça se met dans les cases des SIRH, des règles de gestion, comment on rémunère les gens quand on ne sait pas trop exactement ce qu'ils ont apporté, comment est-ce qu'on gère encore des carrières ou ce genre de choses. Donc, plein de questions, en fait, et je commençais par la psychologie, puis je dérive salement à la fin de la question vers la gestion des ressources humaines la plus instrumentée et la plus institutionnalisée, mais je suis sûr que tu sauras faire avec ce magma de questionnement. C'est ma faute, parce que c'est à cause de ma personnalité mosaïque. Mais c'est intéressant, en même temps que je sois interrogé sur le lien entre personnalité et structure d'organisation en raison d'une qualité de psychologue, parce que les origines, moi j'ai été sensibilisé par cette question-là, ça m'a rappelé des choses d'ailleurs. C'est Merton, le structuro-fonctionnaliste bien connu qui, dans les années 30, s'interrogeait et apportait une contribution sur le lien entre la structure bureaucratique et la personnalité. Donc finalement, curieusement, ceux qui se sont interrogés de manière, j'allais dire, assez forte sur ce lien ne sont pas forcément ce qu'on pense. Alors moi, j'ai un regard plutôt, tant est que j'en appelle à la psychologie, c'est plutôt la psychologie du travail et des organisations qui elles-mêmes se fondent sur des éléments de psychologie sociale, donc qui prend en compte les interactions entre les individus et pas uniquement ce qui se passe dans l'intimité du psychisme de chacun. Mais je pense qu'il y a toutes c'est Jean-Daniel Reynaud qui, a bien longtemps, avait attiré mon attention là-dessus, en raison même du parcours que j'avais fait en psychologie. Et je trouvais ça bigrement intéressant, mais je n'ai jamais trouvé, finalement, après, de terrain de recherche qui me permettent de creuser ce sujet. Et je pense que toute structure d'organisation appelle aussi des profils psychologiques. Enfin, bon, je ne pourrais pas me livrer à un exercice, je dirais, un peu de psychologie sauvage, mais on peut La matrice. On peut évidemment le supposer. Ce qu'on constate, par exemple, bon, et en se reliant là, c'est quelqu'un qui se réclame de la qualité d'anthropologue là, sur le lien entre la tolérance à l'ambiguïté, par exemple, qui est une caractéristique qu'on peut attribuer plutôt. Alors, c'est Hofstede qui s'était interrogé sur le lien entre les cultures nationales et la façon de s'approprier le management, mais bon, c'est vrai que tous les individus ne sont pas égaux face à la tolérance à l'ambiguïté, hein, et que les entreprises libérées suscitent ça davantage, puisque finalement, comme il y a un écroulement de ce qui est formel, parce que ce n'est pas seulement l'affaiblissement de la structure hiérarchique, c'est aussi la réduction du poids des technostructures. Et donc, finalement, qu'est-ce qui remplace finalement cette disparition ou cet effacement relatif de la technostructure? C'est du normatif, hein, du normatif partagé, du socio-normatif, diraient certains, plus ou moins intériorisé, hein, parce qu'il y a à la fois ce qu'on se sent autorisé à faire et ne pas faire, qui renvoie apparemment à l'individu lui-même dans son intimité, mais qui est aussi sous le contrôle des pairs. Laurent parlait tout à l'heure du poids du collectif, renaissant, oui, mais du petit collectif.
Hein, c'est-à-dire qu'il y a parallèlement un affaiblissement des grands collectifs. Le collectif représentatif au niveau de l'ensemble de l'organisation, lui, en prend quand même un sacré coup. Parce qu'à partir du moment où chaque individu, on lui offre virtuellement la possibilité de s'exprimer, et tout le monde n'est pas égal par rapport à ça. Alors, ça pose la question de qui est capable de jouer et de ne pas jouer au jeu de la libération. On voit que, on va dire, a priori, les gens ne sont pas égaux. Donc, il y en a qui s'en sortent très bien, et puis il y en a d'autres qui risqueraient d'être mis au bord de la route. Alors, ce n'est pas une fatalité, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité. C'est vrai que quand on sort, on parlait des grandes organisations pour aller vers des modes de fonctionnement inspirés de l'entreprise libérée, ben, ce n'est pas évident parce que je me souviens être intervenu il y a quelques années dans une bureaucratie ou une structure mécaniste, comme diraient certains, où finalement on donnait la possibilité à chacun dans une petite équipe de s'auto-organiser. Et il y avait un agent, puisque c'était dans une structure publique, qui m'avait dit: mais nous, avant, on savait quoi faire, il y avait la règle. Ça ne veut pas dire qu'on appliquait forcément cette règle, mais on savait finalement à partir de quoi on pouvait se positionner. Aujourd'hui, on nous demande, confronté à une situation, à des aléas, de se débrouiller et on est un peu paumé. Et il y a des gens qui sont effectivement paumés. Alors, après, il revient effectivement à l'entreprise, à l'organisation, entreprise ou pas, de trouver des moyens d'aider les individus. On peut procéder de deux manières. On peut se dire, les gens qui ne sont pas capables de jouer, ben on les vire. Alors ça vaut pour les managers, je dirais ça vaut d'abord pour les managers comme pour les autres salariés. C'est-à-dire que dans ces entreprises libérées, il y a eu quand même un certain nombre, comme après à la grande époque de la terreur, il y a eu quand même des têtes raccourcies. Il y a des têtes qui sont tombées, il y a des gens qui sont partis de l'entreprise, il y en a d'autres à qui on a dit, écoute, soit tu es capable de jouer un autre rôle dans l'entreprise, soit tu vas jouer ailleurs. Donc, ce n'est pas forcément un monde paisible où tout le monde se met la marguerite aux lèvres en train de cheminer sur des chemins buissonniers. Donc, il y a… Alors, ensuite, ça dépend de ce que fait l'entreprise. Il y a des entreprises dans lesquelles on dit c'est tout un chacun qui doit puiser en lui-même les ressources qui lui permettent de se confronter à cette situation, et on fait l'hypothèse que tout le monde en est capable. On a vu avec Nathalie que ce n'est pas vrai, que tout le monde n'en est pas nécessairement capable, pas au même degré. Et puis, il y a des entreprises dans lesquelles on fait des gros efforts d'accompagnement en termes d'information, de communication, de formation pour aider les gens à aller dans cette nouvelle orientation. Alors ça m'amène directement au rôle que peut jouer dans ces structures les équipes ressources humaines. D'ailleurs, il y a une entreprise dans l'État, enfin c'est bien connu, où on a dit, où le patron, qui n'était déjà plus patron à l'époque, mais qui avait dit la fonction RH, ça ne sert à rien, c'est des inutiles, hein, virez-moi tout ça, on peut faire sans eux parce que c'est plutôt des empêcheurs de libérer en eux. Et puis, il y a des entreprises, on a vu chez Poult, chez Chronoflex, il y a eu un gros effort plus on va dire, peut-être là, de communication, mais aussi de formation pour aider les gens, finalement, à se saisir des occasions qui leur étaient données. Donc, finalement, on revoit à travers l'entreprise libérée des choses dont déjà Mintzberg nous alertait quand il parlait, mettait l'accent quand il parlait de structure, de configuration adocratique. Hein, finalement, quand on est dans l'entreprise libérée, on est dans une forme, on va dire, un peu radicalisée d'adocratie, dans laquelle, effectivement, ça suppose une diminution du pouvoir de la technostructure, ça vaut pour les structures RH, et un renforcement d'un rôle d'accompagnement. Et c'est ce qu'on trouve dans certaines organisations qualifiées de libérées, où la fonction ressources humaines joue davantage le rôle d'accompagnement, d'animation du réseau de coachs, de formateurs, qu'un rôle de gardien de la règle. Voilà, je pense avoir parcouru l'ensemble des questions. Oui. Merci beaucoup pour ce tour de force.
Bon, je peux réagir à deux choses qu'a dit Patrick. Bah oui. C'est vrai qu'on entend souvent qu'il y a un certain nombre de gens qui partent des entreprises libérées parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Je ne sais pas si dans le ton de Patrick, dans l'esprit de Patrick, c'est quelque chose qu'il faut regretter. Mais il ne faut pas oublier que dans les entreprises bureaucratiques, il y a beaucoup de gens qui ne s'y retrouvent pas et qui en partent. Hein, et qui deviennent des indépendants ou qui font une petite… Voilà, il y en a qui m'applaudissent, mais je ne sais pas s'il n'y en a pas plus dans les entreprises bureaucratiques qui ne s'y retrouvent pas. Et ceux qui y restent, certains qui quand on étudie ces entreprises-là, on a l'impression qu'ils vivent, ils ne s'épanouissent pas, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire. Mais… Oui, mais voilà, donc peut-être que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une pluralité d'entreprises qui proposent des modèles justement de fonctionnement différents et du coup, on va s'y retrouver, chacun avec sa personnalité, on va pouvoir s'orienter vers l'entreprise qui nous correspond le mieux. Et probablement qu'il n'y aura pas qu'un mode d'entreprise. L'entreprise libérée, même si elle continuait de s'étendre, probablement qu'elle ne remplirait pas tout le marché de l'entreprise. Et juste une autre chose, c'est intéressant cette question de la règle. Tu disais, il y en a certains justement dans ces entreprises qui se demandent finalement, maintenant qu'il n'y a plus de règles, comment on fait et qui ne s'en dépatouillent pas vraiment. Ça, c'est clair qu'il y a un problème de définition du cadre. Quel est le cadre qu'il faut quand même poser dans une entreprise libérée pour que les gens s'y retrouvent, même tout en ayant une certaine liberté. Vous avez suivi peut-être récemment la thèse de Anne-Claire Chêne qui a porté sur une entreprise de 200 et quelques salariés qui a voulu se transformer, qui avait un modèle plutôt classique et qui a enlevé tout le cadre, qui a fait confiance à l'intelligence collective, comme beaucoup d'ailleurs démarrent comme ça, dans les PME en tout cas, pour reconstruire une organisation, mais en essayant d'éviter tout nouveau principe qui reviendrait, tout nouveau principe qui ressemblerait à l'ancien système. Ce faisant, elle a finalement laissé vivre une organisation quasiment sans cadre, ou très peu de cadre, un petit peu bien sûr, mais très peu de cadre, très peu de rôles définis, très peu de management clair et net. Et du coup, qu'est-ce qu'on découvre? C'est des gens qui ne savent pas ce qu'on attend d'eux, qui ne savent pas s'ils avancent dans la bonne direction, qui ne savent pas s'il faut continuer tel projet ou l'abandonner, et un turnover très important. Très important. Et elle, qui est au cœur, qui est en immersion, qui voit quand même beaucoup d'insatisfaction, même dans ceux qui restent. Et elle montre bien qu'on peut tout à fait rester sans pour autant être tout à fait, vraiment satisfait de ce système. Donc, il y a une vraie question, c'est quel cadre? Il ne faut pas penser que l'entreprise libérée, c'est l'absence de cadre et l'absence de règles. Mais à l'autre extrême, on a tous vu ces gens qui vivent dans des entreprises où il n'y a que des procédures et des règles et qui se plaignent de n'avoir aucune marge de manœuvre. Et Thomas, qui étudie la santé au travail, on sait qu'une des raisons des risques psychosociaux, c'est l'absence de marge de manœuvre. On n'a aucune possibilité d'initiative de s'adapter alors qu'il y a plein d'aléas. Les situations ne sont pas du tout stables. Les situations de travail ce qui les caractérise, c'est la variabilité. Et sans marge de manœuvre, on a du mal à y faire face. Donc, on prend sur soi jusqu'à s'épuiser. Donc, voilà. Donc, OK, il ne faut pas rester dans un monde de règles et de procédures. Et pour ça, il ne faut pas aller de l'autre côté, il ne faut pas envoyer le balancier de l'autre côté en cassant tout cadre. Il faut trouver un juste milieu. Et c'est probablement quelque chose qui reste à bien définir, ça qui n'est pas clair encore pour En lien avec ton intervention, il y a pas mal de questions aussi sur le chat sur est-ce que l'entreprise libérée, ça veut dire supprimer totalement le management, par exemple? Et s'il reste des managers, est-ce qu'il y avait des questions aussi sur le lien entre entreprise libérée, management éthique, etc. Donc, c'est une question qui est posée à l'ensemble des intervenants. Et alors peut-être qu'on peut dire que je pense qu'il y a il y a eu les débuts de l'entreprise libérée avec cette idée effectivement, de couper des têtes, enfin de supprimer le management, mais qu'on a des formes aujourd'hui d'entreprise. Le terme libéré n'est pas forcément d'ailleurs repris par toutes ces entreprises, hein, comme on le disait tout à l'heure, mais il y a des formes d'organisation où le management, tout en étant d'organisation libérée, où le management, tout en étant plus
la ligne hiérarchique est réduite, mais demeure quand même, mais un autre type de rôle va être avoir un rôle d'encourager l'autonomie, de se positionner différemment. Et puis l'autre idée peut-être qu'on pourrait suggérer en réponse à cette question, c'est les nouveaux rôles en fait de tous ces acteurs dans l'organisation qui sont peut-être plus les managers traditionnels, mais qui sont les animateurs, les parrains, les experts, les supports, etc., qui ont, je pense, la partie peut-être conseil, support, sans que ce soit aussi officialisé dans une structure hiérarchique. C'est plus la structure hiérarchique classique, mais on a quand même une forme de reprise de certains des rôles managériaux en fait, dans ces organisations. Il y a quelque chose que je trouve intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est sur en fait la légitimité de la trajectoire pour un individu. Je pense que c'est assez légitime de dire j'étais enfermé et j'ai décidé de me libérer. Par contre, le fait de dire j'étais libéré et ça m'allait pas et j'ai choisi de me laisser enfermer, là, par contre, c'est quelque chose qui devient quand même plus compliqué à expliquer. Et c'est pourtant une trajectoire qui a du sens. Et du coup, le management pourrait justement jouer un rôle pour essayer de réguler ces tensions-là, quoi. Est-ce que, du coup, là, on est… moi, je pensais avoir affaire à quatre tenants inconditionnels de l'entreprise libérée, et puis on se retrouve quand même à se poser beaucoup de questions, à se dire oui, à se demander même si ça existe, finalement. Vous marchez tous un peu sur des œufs, mais moi, j'ai quand même envie d'y croire à l'entreprise libérée. Moi, je trouve ça sympa quand même. C'est assez… En tout cas, on en a vu, hein. Faut pas… Voilà. Mais et les gens sont les personnes observées, interviewées, etc., sont souvent positives aussi. Je ne sais pas si on a fait ressortir ça, mais il y a cette dimension-là. On se pose des questions, bien sûr. Mais en fait, on voit bien que du coup, voilà, Thomas nous a dit que les entreprises étaient de plus en plus bureaucratiques, qu'il y avait des… Enfin, bon, voilà, mais quels sont finalement les pièges en fait, qui guettent ces structures-là? C'est comment… donc, on a déjà parlé de la difficulté de faire vivre le modèle au-delà de la présence du libérateur dans l'entreprise, mais il y a peut-être d'autres pièges. Et puis, comment on fait là, il y a peut-être dans l'auditoire des gens un peu séduits qui se diraient, tiens, finalement, si je libérais mon entreprise demain, peut-être que tout le monde serait plus content. Mais comment on y passe? Est-ce qu'il y a des étapes dans la transformation? Est-ce que… là, il nous faudra un consultant pour répondre à cette question. De McKinsey, probablement. Non, ou un ergonome. En tout cas, sur la première partie de tes questions, parce qu'il y en a deux, hein, la question de la transformation, c'est encore une autre question, mais sur la première partie, et je parlerai au niveau du bouquin, qu'est-ce qui se dégage finalement des leçons qu'on en a tirées. D'abord, c'est pas simple, et d'ailleurs Thomas, je pense qu'il l'a ressenti quand il a dû faire la synthèse, c'est pas simple parce que vraiment, presque chaque cas d'entreprise est unique. Et c'est une spécificité, hein, j'ai l'impression qu'on a vraiment des cas, chaque cas, bon, il n'y en a pas encore des milliers, hein, donc, mais chaque cas paraît unique. Cela dit, il y a quelques leçons qu'on a tirées. D'abord, sur le plan économique, parce que je ne sais pas si vous avez constaté ça, mais en lisant les bouquins, que ce soit celui de Dizaguet, mais que ce soit aussi celui de Lalou, ou que ce soit d'autres, ils mettent beaucoup en avant des résultats économiques flamboyants, qui seraient liés justement à ces modes d'organisation. Bon, nous, on n'a pas retrouvé dans aucune étude de cas une amélioration des résultats économiques. Maintenant, on ne dit pas que… Enfin, moi, en tout cas, moi, personnellement, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Pourquoi on n'en a pas retrouvé? Il nous a été impossible, en tout cas, de mettre en évidence ce type de résultats avec les données à notre disposition. Peut-être qu'on n'avait pas les bonnes données. Mais aussi parce que, tout simplement, il est très difficile d'établir objectivement un lien de causalité entre un changement d'organisation, une transformation organisationnelle et des résultats économiques, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui impactent les résultats économiques.
Et donc, je me rappelle, par exemple, Theo Holtz, dans son chapitre, avait cherché cet impact et s'est dit, mais non, c'est impossible de le dégager tellement il y a d'autres facteurs qui interviennent sur les résultats. Pourtant, il était resté 2-3 ans dans l'entreprise. Alors voilà, sur l'aspect économique, on reste avec un grand point d'interrogation. Sur l'aspect humain, Nathalie l'a dit, on a des résultats contrastés. D'un côté, on a quand même, dans la totalité des entreprises, des salariés qui sont globalement satisfaits, voire très satisfaits d'y travailler. On est globalement très satisfaits. Alors, il y a ceux qui s'en vont, hein, Patrick l'a dit, mais ceux qui restent, dans ceux qui restent, ils sont globalement très satisfaits d'y travailler. Beaucoup disent qu'ils viennent avec enthousiasme le matin au travail. Et surtout, beaucoup disent qu'ils auraient du mal à revenir en arrière. Alors, si on met ça en parallèle avec ce qui a été dit plus tôt par Thomas, que ça ne résiste pas au changement de manager, ces entreprises libérées, c'est-à-dire que généralement, quand il y a un changement de manager, il y a un retour en arrière, il y a un risque pour tous ces gens, et ce risque a été avéré je crois que chez Poult. Poult, on a eu un témoignage par son ex-DRH qui nous disait que les gens venaient moins facilement au travail quand on est revenu à des modes, alors pas complètement antérieurs, mais un petit retour en arrière. Alors ça, c'est le côté positif, et il ne faut pas le négliger. Là où on n'a pas retrouvé d'amélioration, c'est sur les indicateurs de santé au travail. Par exemple, dans l'étude qu'on a menée, nous, chez Michelin avec Dominique Léonard, une fois que le service a mis en œuvre sa démarche de responsabilisation, un service système d'information qui faisait à peu près 1000 personnes ou plus, on a eu les données sur les arrêts maladie et on a vu qu'il y a eu une nette augmentation des arrêts maladie. Alors, ils partaient de très, très bas, hein, mais il y a eu un triplement la première année. Et l'année suivante, on a regardé, on s'est dit, bon, c'est peut-être l'installation de tout ça. L'année suivante, il y avait encore un doublement par rapport à l'année antérieure. Alors, c'est difficile de l'expliquer. On n'a pas eu les données précises pour pouvoir expliquer. Les seules explications qu'on a eues, c'est que mener ces démarches, ça demande à beaucoup se réorganiser, beaucoup travailler sur son organisation, créer des nouveaux outils, etc. Donc, c'est un travail. Et on ne leur a pas enlevé de la charge de travail qui était déjà assez élevée. Donc, ils ont eu à accumuler cette charge de travail de leur productive, et la transformation à mener. Et là, ils sont autonomes, responsabilisés. Donc, c'est à eux à mener cette transformation. Ils sont pas, alors même s'ils avaient un coach qui les accompagnait. Donc, il y a peut-être un risque de surcharge. Alors, certains parlent de surinvestissement, de surengagement avec ces démarches. En tout cas, ça demande à être confirmé, cette histoire, que peut-être au niveau indicateur de santé, on a une petite détérioration. Ça montre simplement que le bien-être, ce n'est pas la santé au travail. On peut être bien dans sa fonction, dans son travail, mais se fatiguer, s'user au point d'en tomber malade. L'autre chose, c'est le positionnement des managers. Je pense qu'il y a une limite quand même. Beaucoup d'entreprises maintiennent les managers. Alors, j'ai vu que la question, est-ce qu'il faut supprimer les managers, mais beaucoup les gardent, alors avec des fonctions redéfinies, souvent en soutien et pas en commande. Tu le disais, Florent, en introduction. Donc, on parle de manager coach, par exemple, ou de choses comme ça. Mais la grosse difficulté, on le voit dans le chapitre de Theo Holtz, on le voit aussi dans notre chapitre chez Michelin, c'est la question de la distance. Il y a une difficulté à trouver la bonne distance avec son équipe. L'équipe elle-même va éviter de solliciter son manager parce qu'elle n'apparaîtrait pas autonome. Et le manager va éviter d'être trop présent, d'être trop interventionniste parce qu'on lui reprocherait de ne pas laisser suffisamment d'autonomie à son équipe. Mais on ne sait pas exactement quand il faut intervenir, du coup. Et avec le temps, peut se créer un fossé entre l'équipe et son manager. Ils ne se voient plus assez, il n'y a plus assez de relations entre eux, d'entraide entre eux. Et c'est ce qu'on a constaté. Donc, un fossé qui peut se créer et avec des managers qui restent en difficulté de positionnement. Alors, ça, c'est une autre limite de ces systèmes qui n'est pas complètement réglée, à mon avis. Et puis, la dernière limite que je soulignerais, c'est l'idéal démocratique qu'il y a dans ces entreprises. Bon, de manière générale, on considère que dans ces entreprises, que tout le monde a droit à la parole, tout le monde a le même droit à la parole. Et on voit bien que alors par exemple, dans une étude de Mathieu Battistelli, qui est en thèse, qui a étudié dans une entreprise qui a adopté le modèle holacratique, qui a créé des cercles RH où il devait y avoir tous les représentants de toutes les catégories de personnel. Mais ce qu'il voit, c'est très vite que finalement, il y a ça se scinde, ce groupe RH, en un groupe qui s'occupe des questions stratégiques. Et dans ce groupe, on retrouve l'ancien DRH et des cadres de haut niveau.
Et ensuite, ce groupe stratégique prennent toutes les décisions stratégiques en matière RH. Et puis, il y a un autre groupe qui s'est formé, plus avec les opérateurs et les cadres de proximité, qui, lui, se charge de l'application de ces décisions. Donc, on voit qu'une nouvelle hiérarchie s'est créée naturellement. Donc, tout le monde n'a pas droit à la parole sur toutes les décisions. Et puis, je prendrai aussi l'exemple de Thibaut qui est avec nous, qui a étudié l'entreprise Hervé Thermique, où là, il y a une vraie philosophie de la démocratie citoyenne même, hein, et de la démocratie en entreprise, à l'origine, portée par Michel Hervé. Et chaque manager doit animer vraiment ce processus de décision collaborative. Alors, je ne sais plus le terme exact, c'est consensus, enfin Thibaut nous le dira, mais en tout cas, doit essayer d'obtenir un consensus et va acter la décision du groupe. Mais ce que Thibaut observe, c'est qu'il y a tout un tas de stratégies qui sont mises en place finalement pour faire pencher la décision. Alors, il y a des discussions avant la réunion, par exemple, pour influencer certains. Il y a différentes stratégies qui sont mises, des stratégies de séduction ou d'intimidation en amont de la réunion, notamment, pour finalement obtenir une décision qui sera reconnue comme collective, mais qui en réalité n'a pas été collective, qui a été celle qui était voulue par le manager. Voilà. Donc, il y a des dérives qui se produisent dans ces entreprises, donc il ne faudrait pas rester sur une vision idéalisée du fonctionnement démocratique dans ces entreprises, même si au départ, les intentions sont là et elles sont louables. Voilà différentes limites qui sont apparues. Je dirais que le gros point positif qui ressort, ça reste la satisfaction des salariés, des vraies initiatives qui sont prises, la vraie motivation dont ont témoigné beaucoup de salariés. Après, le positionnement des managers est une vraie question. La question de la démocratie, il y a une amélioration, mais il ne faut pas l'idéaliser. Et pour l'instant, pas vraiment de confirmation de progrès au niveau économique avec ces modes d'organisation. Ok, merci. Oui, si je peux me permettre, je vais devoir vous quitter à 10h30, comme il est juste 10h30, j'ai une réunion qui enchaîne. Et je voulais vraiment remercier Laurent et les co-auteurs du bouquin, parce que moi j'ai trouvé ça passionnant comme expérience à la fois d'enquête et de discussion collective sur ces expériences. Et je crois qu'on a vraiment besoin de ce type de dynamique de recherche collaborative pour comprendre les enjeux qui sont présents dans ces initiatives et qui sont, je partage ce qu'a dit Laurent, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses intéressantes qui se passent. Moi, je considère qu'elles sont structurellement limitées par les rapports de force dans les entreprises et les sociétés, mais ça n'empêche que ce sont des ferments extrêmement intéressants d'entreprises potentiellement alternatives. Et je crois qu'on a vraiment beaucoup à apprendre de ces expériences. Voilà, je voulais vous remercier, puis malheureusement, je dois vous quitter. Merci Thomas. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas une conclusion, parce qu'on avait promis un temps d'échange. On a évidemment explosé le timing, mais je crois que c'était nécessaire, parce qu'il y avait plein de choses à dire. Évidemment, si vous ne pouvez pas rester, vous pouvez partir sur la pointe des pieds. Je pense que vous ne dérangerez personne. Mais on vous propose de continuer un petit peu si notamment avec la question. Vous avez le temps. Oui. Moi, je voudrais peut-être rapidement, pour ne pas confisquer la parole à la salle, mais ajouter quand même quelques points sur les conditions et sur les pièges. Je pense qu'il y a, d'abord, on a parlé de démocratie, de droit à la parole. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui subordonne tout le reste, c'est qui détient l'organisation. Quels sont les propriétaires ? Il y a une limite quand même intrinsèque qui est la structure de l'entreprise. Et quelqu'un tout à l'heure a posé une question, ou en tout cas fait une remarque sur les scopes. Bon, une entreprise, en général, ce n'est pas une démocratie. On peut avoir des principes de fonctionnement qui s'inspirent de la démocratie, mais pour une des entreprises des trois que nous avons examinées, Laurent en parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui a fait finalement qu'on est revenu à des modes de fonctionnement un peu plus classiques ? C'est que le nouvel actionnaire a débarqué le président-directeur général. Parce qu'il trouvait que quand même une croissance à 2 chiffres, le nouvel actionnaire, était préférable à une croissance durable, à une performance durable. Et j'ai d'autres exemples d'entreprises dont le dirigeant s'est fait débarquer
parce que les actionnaires n'avaient pas envie de jouer à l'entreprise libérée. Alors ça, c'est en arrière-plan, hein, mais c'est quand même pas tout à fait négligeable. Et puis, alors sur les conditions, juste sur les 2 points, tout ça prend du temps. La temporalité, c'est important. Hein, on a beaucoup parlé de Favi, mais Favi, ça a mis 25 ans, un quart de siècle à s'installer. Le mode de fonctionnement que certains ont pu constater, ça s'est fait dans la durée. Et il ne faut pas s'attendre à pouvoir installer ce type de fonctionnement en quelques semaines, comme aujourd'hui, on aurait tendance à vouloir que les choses soient bouclées très vite. Et puis, un point sur lequel que j'avais indiqué déjà tout à l'heure, c'est quand même la question de l'accompagnement. Hein, c'est-à-dire la libération, c'est pas on ouvre les portes des cellules de chacun et puis les gens se débrouillent ensemble. Hein, donc ça réclame, comme Laurent l'avait dit, de nouvelles règles de fonctionnement, des moyens d'accompagnement. Et tout ça me paraît absolument indispensable pour arriver à quelque chose de satisfaisant, à la fois pour les salariés et pour la performance de l'entreprise. Merci. Du coup, je vous propose de prendre les quelques questions qui avaient été posées sur le chat. Alors, je ne peux pas toutes les prendre en compte, mais j'ai essayé de les regrouper dans des grands chapeaux. Notamment, il y a pas mal de questions sur le lien entre entreprises libérées et secteur associatif ou non capitalistique. Enfin, et entreprises à mission, est-ce que ça fonctionnerait mieux dans ce secteur ou pas? Peut-être Nathalie. Je sens que je suis désignée pour répondre. En fait, la dénomination entreprise libérée, c'est une dénomination qui a été mobilisée par certains acteurs du secteur et qui désigne une transformation de l'entreprise avec moins de hiérarchie, plus de confiance, etc. Donc, ce sont des dénominations, des ingrédients qu'on peut retrouver dans d'autres organisations. Donc, je pense qu'il y a des proximités, effectivement, avec des organisations qui fonctionnent sur la base de valeurs ou qui vont repenser la mission. Mais après, il y a quand même vraiment cette idée de revenir à des organisations très plates, moins de management hiérarchique ou d'autres rôles, ou un management plus en support qui va caractériser les entreprises libérées. Donc, par rapport à entreprise à mission, en fait, c'est une autre façon de penser le rapport à la performance, l'inscription dans la durabilité, la responsabilité sociale. Je pense que je positionne différemment, même s'il peut y avoir des proximités en termes d'engagement de valeur. Et après, par rapport au secteur associatif, j'avais vu la question, effectivement, est-ce que on a fait des études sur des grosses associations, par exemple, donc pas moi, mais dans le master management des associations, il y a eu des cas d'organisations qui se sont transformées en s'inspirant de cette réflexion sur l'aplatissement hiérarchique, donc en reprenant certains des ingrédients. Voilà. Après, sur le côté démocratie, c'est-à-dire essayer de mettre en place des mécanismes de prise de décision plus démocratiques, plus... on a eu l'exemple de l'holacratie qui est dans le livre, le chapitre écrit par Mathieu Battistelli, effectivement. Donc, c'est une entreprise, ce n'est pas une association, pour le coup, c'est une entreprise qui s'inscrit dans une transformation, qui veut transformer aussi la société, qui veut s'inscrire dans une transformation sociétale, dans la durabilité, et qui met en place des mécanismes organisationnels qui lui semblent compatibles avec cet enjeu-là. Donc, à chaque fois, ça se positionne sur des dimensions différentes en termes d'enjeux, en termes de valeurs, en termes de mode de fonctionnement. Et ce sont des ingrédients qui se regroupent dans certaines organisations, dans d'autres. Après, il n'y a pas une assimilation entre les différentes dénominations. Je ne sais pas si... Merci. Si Vincent, par exemple, Tayandis, qui est là aussi, qui a posé la question, compléter, intervenir. Bah oui, pourquoi pas, Nathalie, merci. En fait, moi j'ai vu aussi qu'il y avait des questions sur notamment l'émergence ou la réémergence de structures coopératives, avec des structures assez nouvelles aussi, comme des coopératives d'intérêt collectif, qui cherchent à mettre en place effectivement, à co-construire en fait les règles et le cadre
Voilà, donc peut-être que finalement, ce n'est pas tant la présence ou l'absence de règles ou de cadres qui ferait la différence, mais c'est d'arriver à installer, je dirais, une sécurité en fait, pour l'ensemble des personnes qui vont coopérer. Une sécurité voilà, qui soit adaptée à leurs besoins. Parce que ce que j'entends, c'est que finalement, ceux qui partent ou ceux qui restent, enfin, ceux qui partent, c'est parfois parce qu'ils ne perçoivent plus suffisamment de sécurité, qu'ils vont rechercher quelque chose de beaucoup plus rigide ou une sécurité pourrait être une perception de sécurité plus forte. Voilà. Donc, en tout cas, les coopératives me semblent être aujourd'hui, bon, Philippe n'est pas là, mais voilà, un lieu, un phénomène qui pourrait finalement donner aussi une lecture de cette entreprise libérée ou d'une libération vis-à-vis du management. J'ai fini. Merci. Alors après, il y a pas mal de questions sur les trajectoires. Alors, on l'a un peu déjà abordé, mais notamment, il y a une question sur le déclencheur. Est-ce qu'il y a un déclencheur commun à l'envie pour un dirigeant ou pour une entreprise de se libérer? Et une autre question sur, finalement, dans les cas que vous avez étudiés, est-ce qu'on est plutôt au moment où l'entreprise est en train de changer, ou bien est-ce qu'on est dans des situations où l'entreprise a routinisé finalement les nouveaux modes de fonctionnement, et est-ce que du coup ça peut stabiliser par rapport aux questions sur les individus qui sont un peu perdus face au manque de repères, etc. Est-ce qu'on peut arriver à des situations où l'entreprise libérée est stabilisée, à retrouver les repères, etc. Je ne sais pas qui veut répondre. Oui, peut-être les collègues compléteront, mais il y a dans tous les cas, enfin dans ce que nous avons vu, une sorte de crise du modèle de performance. Alors ça peut être pour soit que l'entreprise elle-même est au bord du gouffre, soit qu'elle s'interroge. Tout à l'heure, Laurent évoquait le cas de Michelin. Donc les initiatives de responsabilisation chez Michelin ont une longue histoire, et il y a dans le souhait et le souci et la volonté de mettre en place ces formes de travail-là, un constat, on va dire, de l'impasse d'une rationalisation tous azimuts, d'une rationalisation aveugle. Donc il y a toujours, dans ce qu'on a pu voir directement ou indirectement, une interrogation majeure sur le modèle de performance. Donc je dirais ça comme ça. Merci. Et donc, du coup, les cas que vous avez étudiés, c'est plutôt des cas, sur la deuxième partie de la question, plutôt des cas où ça a été routinisé, ou bien des cas où l'entreprise est encore dans l'idée qu'elle est en train de changer vers la libération? Il y a plus de cas puisqu'on était en 2019 et vous savez, beaucoup de gens ont commencé à s'engager dans ce mouvement à partir de 2014-2015. Enfin, c'est vrai que Isaac Getz a eu un effet avec son livre, avec le bouquin Hybrid Carnet, qui est sorti, je crois, vers 2012. Donc, le temps que les gens découvrent ça, qu'il y ait les premiers séminaires, bon, il y a aussi le Zobrist qui a fait quelques séminaires qui ont été suivis par ses dirigeants. Donc 2014, 2015, 2016. Donc nous, on a des études de cas dans ces entreprises. Donc elles avaient, pour certaines, 2, 3 ans, 4 ans. Alors je ne sais pas si on peut dire que c'est utilisé, mais on en a d'autres. Thibaut est là, il était dans l'entreprise, le groupe Hervé, qui a 30 ou 40 ans, qui a adopté ce. Alors ça a été progressif. Tous les principes qu'il a observés ne se sont pas mis en place dès le départ, mais c'est une entreprise qui avait cette philosophie, en tout cas depuis 30 ou 40 ans. On n'a pas vu les mêmes choses dans toutes ces entreprises aussi. Et puis, elles n'ont pas toutes, encore une fois, c'est difficile de tirer des généralités puisqu'elles n'ont pas toutes le même modèle, elles ne fonctionnent pas du tout toutes de la même façon. Et pourtant, on peut les regrouper sous cet intitulé d'entreprise libérée ou responsabilisante. Mais on a des fonctionnements quand même très, très variés dans ces entreprises. Voilà. Alors, c'est très difficile de répondre, mais je dirais qu'elles étaient quand même globalement relativement jeunes, c'est-à-dire moins de 5 ans. D'ailleurs, beaucoup de ces entreprises, sur cette petite période, ont évolué une ou deux fois déjà de forme d'organisation. C'est-à-dire qu'elles ont commencé par abandonner tout cadre hiérarchique classique, tout fonctionnement descendant et pyramidal classique,
pour se reposer sur l'intelligence collective, pour reconstruire une organisation, donc avec beaucoup de liberté. Au bout d'un an ou deux, elle voit pas mal de dysfonctionnements et elle commence à se dire il faut qu'on revoie un peu notre organisation, on ne peut pas fonctionner comme ça, juste sur les bonnes volontés, les interactions des uns et des autres, ce que Linsberg appelait le fonctionnement par ajustement mutuel. En fait, ça marche bien peut-être pour les situations de crise, ça ne marche pas forcément pour le quotidien et pour obtenir de la performance. Donc, elle commence à repenser le système, à le définir, à le préciser, et finalement, on les a prises et on n'était pas sûr qu'elles aient encore fini. Est-ce qu'on a un jour fini d'ailleurs de définir son organisation? Mais elles étaient encore en transformation, même au bout de 4 ans, 4 ans ou 5 ans. Merci. Merci. Il y avait plusieurs questions aussi sur la question du dialogue social. Comment se passe le dialogue social dans les entreprises libérées? Quel est le rôle des IRP, au-delà de leur rôle légal? Est-ce que ça change la place du dialogue social? Je ne sais pas qui veut répondre parmi les intervenants. Nous, on n'a pas vraiment observé cette dimension-là dans nos cas. Le silence est une réponse. Ouais. C'est-à-dire que la dimension représentative, elle n'est pas très prégnante. Alors, alors il y a enfin, si on prend nos 3 entreprises emblématiques, là, chez Favi, il y a clairement, de même que le patron n'avait pas beaucoup d'affection pour la fonction RH, pas non plus pour les fonctions représentatives, parce qu'il y a cette idée que tout un chacun est capable de prendre la parole, de s'exprimer, et donc il n'y a pas lieu d'avoir des corps intermédiaires. C'est voilà, un peu en raccourci, mais ce n'est pas vrai dans les 2 autres entreprises. Donc c'est difficile. Simplement, ce qu'on peut se dire, c'est que les IRP là, ne paraissent pas être un élément comment dire, constitutif du mouvement ou de son opposition. Laurent. Ça m'amène à reposer la question qui a été éludée tout à l'heure sur la fixation des salaires, par exemple. Parce qu'en fait, on comprend bien pourquoi les syndicats peuvent se retrouver hors jeu sur des questions d'autonomie, par exemple, ou de conditions de travail, d'organisation du travail. Mais quand on est au dur de la relation d'emploi et des salaires, par exemple, comment ça se décide? Alors, c'est vrai qu'il y a une vraie question liée à la rémunération dans ces entreprises, parce qu'on responsabilise plus les opérateurs. C'est-à-dire qu'on leur demande de faire plus de choses, très concrètement. Et donc, certains exigent, ou en tout cas demandent très fortement une augmentation en lien avec ça. Et si elle leur est refusée, refusent les responsabilités. Donc, il y a des entreprises où ça ne marche pas pour cet aspect-là. D'autres, je sais que chez Poult, avait pour les chefs de ligne de production qui avait pris donc un rôle un peu de coordinateur, de responsable, sans en avoir pour autant le statut de manager, avait une prime de 100 ou 200 € par mois qui leur a été accordée pour remplir cette fonction. Voilà, mais en tout cas, il y a clairement cette question de si je prends plus de responsabilités, normalement, je devrais gagner plus. Et si ce n'est pas le cas, et j'ai cru comprendre quand même la plupart des entreprises, alors ce serait bien peut-être que par les commentaires, certains qui sont dans des entreprises libérées nous partagent avec nous comment ça se passe dans leur entreprise, mais j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas toujours plus de moyens dans ces entreprises. Donc, il n'y a pas toujours la possibilité d'augmenter tout le monde. Donc, et à vrai dire, quand on lit le livre d'Isaac Guest qui assoit finalement le seul aspect théorique qui est dans ce livre, c'est les théories de la motivation qui datent des années de Maslow et de son disciple McGregor, qui disent qu'on vise tous à une autodétermination. On aspire tous à une autodétermination. Donc, il est normal que l'entreprise offre un cadre qui nous permet de nous développer jusqu'à nous autodéterminer, alors au moins en partie. Mais on ne voit pas du tout de discussion sur… Donc, finalement, la carotte pour aller vers la responsabilisation, c'est cet épanouissement de soi,
ce développement de soi, c'est cette aspiration à s'autodéterminer. Ce n'est pas gagner plus. Donc, je pense que des dirigeants s'engagent là-dedans sans se dire qu'ils vont devoir être confrontés à des demandes d'augmentation. Et voilà, donc ils découvrent ça. Et ça marche d'autant mieux qu'il n'y a pas trop de syndicats. Alors, il y en a au départ, mais il se trouve qu'ils disparaissent petit à petit parce que, alors en tout cas dans les petits groupes, dans les petites PME, ils disparaissent parce que le dialogue est beaucoup plus direct. Et effectivement, comme le disait Patrick, normalement, tout le monde peut s'exprimer, venir taper à la porte du dirigeant et dire ce qu'il a à dire. Mais c'est vrai que du coup, s'il y a moins d'instances représentatives, c'est encore plus difficile. Cela dit, on n'a pas vu ce problème surgir, mais le problème de salaire est revenu. Sur la question des salaires, on a dans le chat Yael Guillon qui dit que l'autodétermination des salaires peut aussi être une solution. Et Yael peut peut-être prendre la parole parce que dans son entreprise, ils ont mis en place un système d'autodétermination des salaires. Ça serait intéressant. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Oui, effectivement, nous, c'est ce qu'on a mis en œuvre pour sortir justement de cette logique de subordination d'une certaine manière, en se disant finalement, si chacun regarde en étant en pleine connaissance de la réalité, à la fois économique et sociale de l'entreprise, est capable de déterminer quel est le salaire qui lui paraît juste par rapport à son implication, son investissement et ce qu'il considère être ses compétences et ses qualités, en fait, ça nous aide, ça nous permet de sortir de cette contrainte-là autour du salaire et en fait de mixer à la fois l'enjeu de l'entreprise avec l'enjeu de chacun et de créer d'essayer de chercher à créer un équilibre entre les deux. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on le fasse régulièrement pour que ce soit réellement possible, c'est-à-dire qu'on en fasse une conversation pas permanente mais presque, et en fait on revoit notre rémunération 3 fois par an, tous les 4 mois, ce qui permet de s'engager de façon légère sur ce qu'on demande. Et on l'a élargi, parce que c'est bien un problème de reconnaissance, en fait. Donc, on appelle ça aujourd'hui la reconnaissance en confiance. On définit librement salaire, temps passé et également les formations qu'on cherche à avoir. Tous ces éléments-là, en fait, permettent de travailler la reconnaissance et de s'assurer que chacun se trouve au bon endroit à un instant T et pendant une durée déterminée, assez courte, et que chacun puisse le revoir et le redéfinir régulièrement pour ajuster ça par rapport à sa réalité, personnelle et professionnelle. Vous êtes une entreprise de combien de personnes? On est 15 aujourd'hui. Oui, c'est une petite structure, hein, je vous l'accorde. Une start-up Non, ça fait 15 ans qu'on existe, donc ça fait longtemps qu'on n'est plus une start-up. Voilà. Ça fait 15 ans et on a une moyenne d'âge qui est autour de 35 ans, mais avec ça va de 22 à 50. Donc c'est assez distribué de ce point de vue-là. Et si je peux juste commenter sur pour moi, les IRP et le rôle des IRP là-dedans, c'est pas parce qu'il y en a plus que du coup, enfin, c'est pas parce qu'il y a plus de. Comment dire, il ne faut pas caricaturer les choses, je trouve. Les IRP, elles ont du sens quand il y a un problème de confiance et d'autonomie. Si la structure fonctionne avec beaucoup plus on met la confiance au cœur comme parti pris de départ, on n'a plus besoin d'un représentant des salariés qui va pouvoir être dans une logique de confrontation ou de négociation avec un dirigeant. On est dans quelque chose de bien différent qui est d'une conversation régulière, permanente, et si on arrive à créer les conditions pour favoriser et mobiliser au maximum la capacité d'expression et éviter ce que vous notiez tout à l'heure, c'est-à-dire les négociations par derrière ou la logique charismatique, à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas de sens à avoir des IRP, mais la présence d'IRP, pour moi, démontre qu'il y a encore un enjeu de dialogue social important et qu'on n'a pas dépassé ou qu'on n'est pas encore dans une logique d'entreprise libérée. Merci. Donc là, on ne peut pas forcément prendre en compte toutes les questions du chat, hein, c'est pour ça que j'ai essayé de regrouper. Peut-être une dernière question. Je crois que c'était une personne qui est partie, qui a quitté la réunion depuis, mais qui était
je pense, dirigeants d'entreprises libérées qui demandaient, qui mentionnaient le fait qu'on n'avait pas beaucoup parlé de la question de la connaissance, qui était censée quand même être au centre du modèle de l'entreprise libérée. Est-ce que ça vous parle? Peut-être connaissance et compétences, sans doute aussi, peut-être. Alors, nous, ce qu'on avait repéré dans les cas analysés, c'était aussi la question de l'innovation qui était vraiment souvent au cœur, c'est-à-dire que c'était des modèles d'organisation mis en place aussi en se disant on va pouvoir être beaucoup plus dans la créativité, l'innovation, le partage de connaissances parce qu'il y a il y a moins de barrières, il y a une possibilité plus facile de faire partager un apprentissage, quelque chose de repéré. Donc, je ne sais pas si c'est cette dimension-là qui a été évoquée derrière le terme connaissance, mais en tout cas, c'était dans les 3 organisations étudiées, pour nous, c'était vraiment quelque chose qui était récurrent, qui est revenu comme un élément important aussi du choix de ce modèle d'organisation alternatif. Merci. Florent, tu veux qu'on clôture, du coup, parce qu'on a déjà pas mal dépassé le timing. Eh bien, oui, on a effectivement dépassé. C'était super, super intéressant. Merci à vous 4. Beaucoup de questions qui restent en suspens, mais qui trouvent peut-être des réponses dans cet ouvrage et dans d'autres lectures peut-être. Donc un bon moment. Alors je suis un peu embêté pour les étudiants du Master RH là, qui vont commencer leur formation la semaine prochaine, parce que évidemment là en fait on commence par un truc très alléchant qui est en rupture avec toutes les connaissances, les réflexes classiques de l'organisation, de la gestion. Donc on a un truc comme ça là qui fait rêver, mais en fait qu'on n'arrive pas à enseigner, par exemple. Et donc ça va être c'est un point de tension, mais c'est un point de tension qu'on reconnaît, qu'on rencontre tout le temps. Merci beaucoup. C'était très sympa d'avoir eu autant de monde. Je crois qu'on est monté à près de 130, près de 130 à un moment, et puis 2 heures après, on est encore 84 en ligne. Il y a de moins en moins de caméras quand même, hein, mais on est bien. C'est le signe d'une séance qui s'est bien passée. Donc effectivement, peut-être la clore maintenant. Vous retrouverez nos échanges sur le site de la chaire MAI de l'IAE de Paris, puisque il y a une captation. Et si vous avez laissé votre email pour pouvoir participer à ce séminaire, donc vous serez automatiquement invité aux sessions prochaines. Et je pense que rien n'est programmé pour l'instant. Il va falloir qu'on vous propose quelque chose assez rapidement pour maintenir cet enthousiasme. Merci à vous 4, merci Clotilde, merci à vous tous, et encore une fois, une très bonne année 2021. Libérez-vous.